Il a une chance d'aboutir si la majorité présidentielle arrivent à se mettre d'accord sur un texte, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Par contre, effectivement, en termes de mesures qu'il y a à prendre, le gouvernement peut agir sur les questions migratoires et il doit prendre ses responsabilités. Là-dessus, on le voit, il y a 300 000, il y a eu l'année dernière 300 000 personnes qui ont franchi illégalement les frontières de l'Europe. Ça va être encore plus cette année. Les gouvernements doivent prendre des mesures pour limiter les entrées, mais aussi ce problème de l'immigration illégale, il est d'autant plus vrai qu'on n'arrive pas à expulser, je le disais. On a travaillé dans notre cercle de réflexion luminaire sur un rapport sur les OQTF. On a identifié une vingtaine de propositions pour pouvoir justement lever certains verrous politiques, administratifs et diplomatiques. Je prends deux exemples. Le premier, c'est sur les sujets administratifs. On sait qu'il y a 20% des OQTF qui sont non exécutés à cause d'un vice de forme de l'administration encouragé par un certain nombre d'associations qui conseillent les migrants. Là-dessus, on propose de retirer les subventions de certaines associations qui entravent la puissance publique. Et le deuxième point, c'est comment vous réglez diplomatiquement la question pour obtenir ces fameux laissez-passer consulaires. Et là-dessus, on propose des mesures fortes pour pouvoir faire pression sur les pays d'origine. Allez, on va aller voir. Là-dessus, il faut poser le bon diagnostic sur quel est l'état de la criminalité organisée dans le pays. La criminalité organisée dans le pays, c'est un rapport de l'organisation, justement de l'organisme de l'index de la criminalité organisée qui traite du sujet. La criminalité organisée en France, elle se caractérise non pas par un réseau très structuré à l'américaine ou en Amérique latine, mais par des micro-réseaux avec des points de deal très éclatés sur le territoire. Et là-dessus, c'est très difficile pour la police de pouvoir intervenir parce que dès lors que vous fermez un point de deal, mettons à 9 h, il est capable de rouvrir à midi. Donc là-dessus, il faut absolument que le gouvernement prenne des mesures qui soient beaucoup plus drastiques que celles que Gérald Darmanin a proposées. Là, les 60 CRS à demeure jusqu'à la fin de l'année, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que vous voyez, les personnes qui sont dans ces quartiers-là se disent et disent exactement ça. Le ministre intervient, certes, la police sera là. OK, mais par contre, à long terme, est-ce que ça va véritablement permettre de répondre à la question ? tout ce qui s'est passé ces derniers jours, selon vous ? C'est peut-être pas de la com, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est un message politique qui est envoyé notamment aux trafiquants de drogue. C'est un message politique qui est envoyé aussi aux habitants, mais ce message politique, il a du mal à imprégner auprès des populations parce qu'elles se disent que dans un mois ou dans un an, vous referez un reportage en disant qu'à Nîmes, la situation ne se sera pas calmée parce qu'il faudra une réponse structurelle de long terme avec notamment, moi je pense, plusieurs points. La première question, c'est, vous avez très bien rappelé, sanctionner les pays producteurs de cannabis, que ce soit en Amérique latine ou au Maroc, par exemple. Donc faire des sanctions diplomatiques, éventuellement à l'échelle européenne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est comment reconquérir les territoires perdus de la République. Et là-dessus, par exemple, un état d'urgence localisé à Marseille ou dans le Gard pour pouvoir justement faire des perquisitions administratives, faire des saisies d'armes, comme ce qu'avait fait François Hollande le 13 novembre, le week-end du 13 novembre, où il avait réussi à récupérer 5000 armes dans les quartiers. On pourrait aussi nettoyer les quartiers des armes. Et puis le dernier élément, c'est les moyens de la justice. Effectivement, un parquet spécialisé anti-drogue, ça peut être une option. Ça peut être aussi une option que de travailler sur la question, moi je pense que c'est hyper important de travailler sur la question de la minorité, parce qu'on a une délinquance juvénile qui est d'autant plus forte aujourd'hui et qui nourrit le trafic de drogue et qui se nourrit du trafic de drogue. Et là-dessus, on sait que les peines sur les mineurs sont divisées par 2 systématiquement. Moi, je propose qu'il faut évidemment revenir sur ce principe. Mathieu Hoc et Guillaume Bigot. En bout de chaîne, oui. En bout de chaîne, oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, la pénalisation des consommateurs est une bonne chose et ça va dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que la France se caractérise par une singularité, c'est qu'on est le plus haut niveau de consommation de cannabis au niveau européen. On a quand même 47% de personnes qui déclarent avoir consommé du cannabis déjà et puis une vingtaine de pourcentage de personnes qui ont consommer du cannabis en étant jeune de manière régulière. Donc ça, c'est le premier élément. Là-dessus, le problème, c'est que l'amende forfaitaire de 150 €, elle est vraiment ridicule pour pouvoir lutter contre le trafic, contre la consommation de drogue. Moi, je pense qu'il faudrait l'augmenter bien plus, peut-être 500, 1000 € éventuellement, pour vraiment avoir un effet dissuasif sur les consommateurs.
Oui, le problème, c'est que c'est ce gouvernement. Absolument incroyable. On nage vraiment en pleine inversion des valeurs. Là. Vraiment, on va peut-être parler des OQTF tout à l'heure dans le cadre de l'immigration. On est là aujourd'hui dans une situation où l'État n'est plus en capacité d'expulser suffisamment 5% des exécutions d'OQTF parce qu'on a un certain nombre de verrous administratifs, politiques, diplomatiques sur lesquels on peut revenir dessus. Mais surtout, c'est que là, on est face à ce que vous aviez dit, une situation où les policiers n'ont pas le choix que d'affronter cette barbarisation de la société avec notamment des refus d'obtempérer qui augmentent. Je rappelle quand même que les refus d'obtempérer ont augmenté de 50% en l'espace de 10 ans. On est à un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. C'est quelque chose qui fatigue les gendarmes et les policiers. Qui crée un stress énorme. Qui crée un stress énorme sur les conditions de travail. Par exemple, les chiffres du ministère de l'Intérieur disent que dans 20% des cas, le refus d'obtempérer est tellement important que le policier est obligé d'utiliser son arme. Seulement, il utilise son arme que dans 0,7% des cas. Donc 0,7% utilisation d'armes, alors qu'il faut qu'il l'utilise dans 20%. Parce qu'en fait, on a un système juridique et psychologique qui n'encourage pas les policiers à pouvoir intervenir dans le cadre de refus d'obtempérer. Ça nous ramène à l'affaire Nahel. Impacté par tout ça. On avait fait le diagnostic en 2005 que ce qui manquait dans les banlieues, c'était des services publics, c'était la médiathèque, c'était une école, c'était un hôpital ou une crèche, etc. Or là, on voit qu'en 5 jours, un certain nombre de services publics ont été attaqués, ont été vraiment dégradés. Et là-dessus, il faut que l'État ait une réponse qui soit intraitable. Et donc les interpellations devront donner lieu à des condamnations, etc. Sur ce qui est des réparations, c'est vraiment tragique pour les habitants parce que c'est eux qui vont trinquer, soit parce que la commune n'aura pas le choix que d'augmenter un petit peu plus sa fiscalité, notamment sur la taxe foncière, hein, puisque comme vous l'avez rappelé, Emmanuel Macron a baissé de 10 milliards d'euros les dépenses des collectivités, enfin entraîné une dépense de 10 milliards, d'une baisse de dépenses. Et le problème, c'est que de fait, les habitants vont devoir trinquer et malheureusement, c'est toujours au détriment des mêmes. On parlera aussi tout à l'heure. On sait en plus que ça touche principalement les zones rurales, en fait, ce manque de chauffeurs et de cars, parce qu'il y a un problème, il y a une problématique que de toute façon les services publics et la dégradation des services publics n'arrivent pas à enrayer, c'est la question du transport. Et notamment la question du transport, là on l'a sur le cas des chauffeurs de bus pour les écoles, mais on a aussi la même chose dans le monde hospitalier et médical où on a aussi le secteur des ambulanciers qui est en très grande souffrance. Et là-dessus, c'est un vrai fardeau c'est un vrai, on va dire, une vraie cause de dégradation des services publics parce que ça fait en sorte que certaines personnes dans des territoires reculés, les zones rurales, n'ont plus accès aux services publics ou du moins dans des conditions qui sont beaucoup plus dégradées. Guillaume Bigot, vous êtes d'accord avec ça? Encore une problématique qui touche les zones rurales, la France. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il est en train, je pense, de sombrer en matière de politique nationale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il fait des interventions, c'est toujours pour s'opposer contre un certain nombre de personnes, contre le Rassemblement national, contre le bloc de la Macronie et contre cette espèce de fantasme qui aurait une passerelle entre les libéraux bourgeois macronistes et l'extrême droite qui serait incarnée par le Rassemblement national et par Reconquête. Là-dessus, il fait de la communication politique et il s'adresse, je pense, à à son électorat cible qui repose sur 2 éléments. Quand vous voyez les conditions d'élection de Jean-Luc Mélenchon entre 2017 et 2022, c'est une sociologie électorale qui est un peu différente. En 2022, c'est surtout désormais des inactifs, notamment étudiants et chômeurs, plus les quartiers, les voix des quartiers, parce que Jean-Luc Mélenchon a fait le diagnostic en 2017 qu'il lui manquait 600 000 voix, qu'elles étaient principalement dans les quartiers, et donc c'est pour ça qu'il s'attaque à tous ceux qui critiquent l'islamo-gauchisme, à tous ceux qui critiquent justement, on va dire, cette pensée politique qui vise à faire une stratégie électorale à destination des quartiers. Et pour Gérald Darmanin, c'est un secret de polichinelle, il n'y a pas de mystère sur ses ambitions 2027.